Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Jigoku Shoujo. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain d'Halloween, fête des fantômes, des farfadets et des sorcières. Sauf bien sûr si pour une raison X ou Y cette vidéo a été mise en ligne plus tard que prévu, auquel cas j'ai pas l'air con. Et quelle meilleure façon de célébrer ça qu'en faisant une vidéo sur une série fantastique. Mais avant, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Bon, bah pour l'ambiance c'est raté, la pile est morte. Qu'est-ce que je fais moi? Ah, j'ai trouvé. Je vais vous raconter l'histoire effrayante de la fille des enfers. Ikuzo. Diffusée en 2006, Jigoku Shoujo, la fille des enfers, est une série live en 12 épisodes adaptée du dessin animé du même nom. Bon, n'ayant pas vu le dessin animé moi-même, je ne peux pas trop faire de comparaison entre les deux. Néanmoins, il semble que la version live utilise les mêmes musiques que le dessin animé. La fille des enfers du titre est Ai Enma, un fantôme vivant dans l'au-delà et que les mortels contactent via un site internet appelé le Courrier des Enfers. Parce que oui, dans l'au-delà, on a Internet. Vous croyez que le cloud est uniquement réservé au paradis ou est-ce que l'enfer y a droit aussi? A noter d'ailleurs qu'avant Internet, on l'a contacté simplement par courrier. Le Courrier des Enfers est donc un site Internet auquel on ne peut se connecter qu'à minuit très exactement, et si on y écrit le nom d'une personne qu'on déteste, Ai Enma apparaîtra devant vous et vous remettra une poupée entourée d'une cordelette rouge. Si vous retirez cette cordelette, cela signifie que vous acceptez le marché avec Ai, et elle emmènera en enfer la personne dont vous avez mis le nom sur le site. Mais en acceptant ce marché, vous vous condamnez vous aussi à aller en enfer une fois mort. Une marque indélébile sur la poitrine en forme de flamme, vous rappelant ce pacte en permanence. Alors déjà, j'ai un petit problème avec le coût du site qui n'est accessible qu'à minuit. Et c'est un peu le même problème qu'avec les gremlins qu'il ne faut pas nourrir après minuit. Parce que, bon, quand ils disent à minuit très exactement, est-ce que ça veut dire qu'il faut se connecter à la page à minuit pile? Ou est-ce que si on est déjà sur la page à minuit 59 minutes et 58 secondes, on attend 2 secondes et hop, le site apparaît? Et si on s'y connecte à minuit et 1 seconde, ça marche plus. Oui, et puis surtout, c'est minuit, mais par rapport à quoi? Bon, parce que, à en croire la série, c'est minuit à l'horloge des personnages. Du coup, vous croyez que si est par exemple 23h et que j'avance ma montre d'1 heure, hop, je peux me connecter avec 1 heure d'avance? Bon, mais au moins au Japon, ils n'ont pas à se poser la question de l'heure d'été et de l'heure d'hiver, puisque ça n'existe pas chez eux. Et pour l'international, comment ça se passe? Est-ce que pour chaque fuseau horaire, le site est accessible à minuit? Ou bien est-ce que c'est uniquement à minuit pour le Japon? Et puisqu'on parle de l'international, est-ce que le site est accessible uniquement au Japon? Ou est-ce que d'autres pays peuvent se connecter? Et dans ce cas-là, est-ce que Ai est polyglotte? Bah oui, parce que si elle parle que japonais, ça pose peut-être des problèmes quand elle doit expliquer les termes du contrat à la personne qui la contacte, non? Je comprends pas. Il y a cette fille qui apparaît au milieu de mon salon, qui m'a parlé dans un charabia incompréhensible, puis qui est partie comme elle est venue après m'avoir donné cette espèce de poupée moche, là. Je pense qu'elle veut que j'en fasse, moi je vais l'acheter. Hein. Mais avant, je vais garder la cordelette, j'en ai besoin pour remplacer mon lacet. Hop. Qui a dit ça? Personnage à la fois monolithique et mélancolique, Ai accomplit sa tâche sans réelle haine, semblant même éprouver parfois de la compassion pour ses victimes ou les personnes qui la contactent. C'est particulièrement évident dans l'épisode 10, où la personne qui l'a contactée est une femme qui, à la suite d'un accident, perd progressivement la mémoire et ne se souvient plus du tout de leur accord, et quand elle commence à prendre Ai pour sa fille décédée, celle-ci accepte de jouer le jeu. Elle est secondée dans sa tâche par 3 yokai. Si vous avez vu ma vidéo sur Millennium Bamboo, je n'ai pas besoin de vous expliquer le terme. Oneona, Ichimokuren et Wanyudo.
C'est d'ailleurs ce dernier qui prend l'apparence de la poupée dont les personnes qui ont contacté Ai doivent retirer la cordelette pour valider leur accord. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que Ai ne peut s'occuper que d'une seule personne à la fois. Comment elle fait si elle a plusieurs dossiers en attente, les gens prennent un numéro et font la queue? Au passage, on pourrait ajouter un quatrième yokai que Ai appelle Oba-chan, littéralement grand-mère, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est sa vraie grand-mère, puisque le mot s'emploie parfois pour s'adresser à une personne âgée, et donc on ne sait pas trop si c'est le fantôme de la grand-mère d'Ai, une vieille dame qui s'occupe d'elle, ou un quatrième yokai. La seule chose de certaine, c'est que c'est la même actrice qui fait sa voix dans le dessin animé et dans la série live. Ces trois yokai se mêlent parfois au monde des mortels pour espionner les futurs clients ou victimes d'Ai, puis, avant que leur maîtresse n'expédie en enfer la victime de l'épisode, ils se chargent de lui infliger une série de tortures, souvent en rapport avec les méfaits qui leur ont valu leur damnation. Toutefois, ces scènes de punition ne sont pas systématiques. D'ailleurs, il y a près de la moitié des épisodes où on n'en voit pas. Et on pourrait soupçonner que c'est à cause du budget. Parce que même s'il y a un certain effort de ce côté-là, on sent bien que le budget alloué aux effets spéciaux n'est pas toujours suffisant. Déjà, niveau effets numériques, parfois c'est très convaincant, mais d'autres fois, ça l'est beaucoup moins. Vraiment pas de quoi rire. Quant aux effets non numériques, regardez vous-même. Oh, la jolie planche à roulettes. Oh, la jolie main rentrée dans la manche pour faire moignon. Oh, les jolis doigts qui dépassent quand même. Et pour les pouvoirs des yokai, c'est un peu pareil. Bon, l'œil espion de Wanudo qui apparaît dans le décor, ça va, c'est correct. Par contre, Wanudo qui est censé se transformer en roue enflammée, on ne le voit jamais le faire, vraisemblablement parce que l'effet aurait été trop cher à produire. Et c'est sans doute pour les mêmes raisons que la transformation de Oneona, très réussie au demeurant, n'est utilisée que dans un seul épisode. Je suis la femme squelette. C'est moi qui ai le rôle sexy. Poupoupidou. En fait, toi, t'as le rôle de la surprise qui fait peur. Alors bien sûr, présenté comme ça, on pourrait penser que chaque épisode va suivre la même formule. Une personne victime d'une injustice prend contact avec Ai, et Ai expédie la responsable en enfer après une punition façon conte de la crypte. Mais ça n'empêche pas certains épisodes d'être réellement surprenants, en particulier l'épisode 6. Dans cet épisode, une adolescente du nom de Sachi est persécutée par Mako, une amie extrêmement possessive qui tue les personnes qui lui font du tort, la maltraite au moindre écart de conduite et s'en prend même aux personnes auxquelles elle s'attache. Finalement, excédée, Sachi finit par contacter la fille des enfers et précipiter Mako en enfer, mais... Alors là, attention, je vais spoiler, donc si vous voulez voir la série et que vous ne voulez pas que je vous gâche la surprise, allez directement au timecode qui s'affiche, sinon vous pouvez rester. Attention, spoiler dans 3, 2, 1... En réalité, Mako n'existe pas, c'est Sachi qui souffre d'un dédoublement de la personnalité. Autrement dit, elle s'est condamnée elle-même à aller en enfer. Et c'est un twist qui est particulièrement astucieux parce que quand on revoit l'épisode en étant au courant, on se rend compte qu'effectivement, les seules scènes où Mako apparaît sont celles où elle est en compagnie de Sachi. Et les rares scènes où elle interagit avec d'autres personnages sont uniquement des scènes imaginées par Sachi. On a même un indice pratiquement dès le début de l'épisode. Alors que les deux filles sont ensemble, au moment où on se rend compte que Ai les observe et qu'elle apparaît dans le champ de la caméra, si vous regardez bien l'image, Mako a disparu. Autre personnage récurrent de la série, Hajime Shibata et sa fille Tsugumi. Hajime est un journaliste freelance, doublé d'un maître chanteur occasionnel, qui élève seul sa fille depuis que son épouse a mystérieusement disparu. Hajime et Tsugumi ont d'ailleurs des points de vue assez opposés concernant les actions de Aienma. Alors que Tsugumi trouve parfaitement normal qu'on veuille venger un proche à qui on a fait du tort, Hajime considère que c'est mal d'envoyer les gens en enfer, et quand il en a la possibilité, il s'efforce de convaincre les personnes qui ont contacté Ai de renoncer à leur vengeance. Dans l'épisode 7, il semble y parvenir... mais ne réussit qu'à déclencher indirectement un drame qui a pour conséquence que la personne recontacte Ai à la fin de l'épisode.
Vous demandez certainement comment il fait pour être au courant des agissements d'Ayenma. Eh bien, il est aidé par les visions de sa fille, Tsugumi. Néanmoins, au début de la série, il ne prend pas ses visions au sérieux, et dans l'épisode 5, ça amène Tsugumi à enquêter seul sur une de ses visions et à se retrouver entre les mains d'un serial killer. Un quoi ? D'ailleurs, juste avant, elle croise la route d'un type assez louche, qui la suit, et qui disparaît. On ne le revoit plus, on ne sait pas ce qu'il devient. Il passe à la compte à toucher son chèque, ciao. Bon, je suppose qu'il était là pour créer une fausse piste et faire penser au spectateur que c'était lui le tueur. Mais c'est raté, car dans la scène d'intro, on voyait la silhouette du tueur et il avait clairement les cheveux courts. Heureusement pour Tsugumi, son père retrouve sa trace et... attendez une seconde, c'est quoi ça ? Chaussettes. Je sais. Au Japon, l'étiquette veut que l'on enlève ses chaussures quand on rentre chez soi ou chez quelqu'un. Mais je pense que quand la vie de votre fille est en jeu, votre cerveau a tendance à zapper ce genre de considération. Là, c'est vraiment pousser la politesse jusqu'à la parodie. Je suis même surpris qu'il n'ait pas frappé avant d'entrer, tiens. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais récupérer ma fille si ça ne vous dérange pas. Non? Ah, d'accord, mais est-ce que vous pourriez éviter de la tuer, s'il vous plaît? Non plus. Ah, d'accord, bon bah, dans ce cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Excusez-moi encore, au revoir. Je suis désolé, Tsugumi, j'ai vraiment fait l'impossible pour te sauver. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour parler du nombre assez important d'acteurs de tokusatsu qu'on croise dans cette série. Déjà, Kazuhiko Nishimura, qui joue le rôle d'Hajime, était l'acteur qui jouait Yellow Lion dans Live Man. Kazuki Kato, qui joue Ichimoku Ren, est également l'acteur de Kamen Rider Drake dans Kamen Rider Kabuto et de Kamen Rider V3 dans le film Kamen Rider The Next. Aya Sugimoto, qui joue le rôle de Oneona, est également l'interprète de Queen Beryl dans Sailor Moon. Quant à Saya Irie, qui joue le rôle de Tsugumi, quelques années plus tard, elle jouera le rôle de Hina dans Fire Leon. Vous savez, la série avec les cartons. Et donc, le love interest de Fire Leon est aussi la fille de Yellow Lion. On peut donc dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et sont aussi le cas avec les personnages secondaires. Par exemple, Ai Hazuki, qui joue le rôle de Mako dans un flashback, est aussi l'interprète de Signa Sally dans Waker Signa. Et dans l'épisode 10, regardez bien ce médecin, coucou Timefire de Time Ranger. Et même la première personne qu'Ai envoie en enfer dans la série, on la croise aussi dans des K-Rangers. Passons à présent à l'épisode double qui conclut la série et dans lequel Tsugumi est enlevé. Et pour la sauver, son père est brusquement beaucoup moins réticent à faire appel au service d'Ayenma. À mesure que l'enquête d'Hajime progresse, on finit par apprendre que le responsable de l'enlèvement est Master Tetsu. La révélation est d'autant plus surprenante, aussi bien pour Hajime que pour le spectateur, que Tetsu était un personnage récurrent de la série et était jusqu'à présent dépeint comme un personnage sympathique et le meilleur ami de la famille. On est donc en droit de se poser la question... Et la réponse est tout simplement la vengeance. En effet, il y a des années, à cause d'un article écrit par Hajime, le frère de Tetsu s'est suicidé après avoir assassiné sa femme et sa fille. Par conséquent, Tetsu veut se venger, mais plutôt que de se contenter de tuer Hajime, il veut lui faire connaître les mêmes souffrances que lui en supprimant sa femme et sa fille. Car oui, Tetsu est également le responsable de la disparition de sa femme. Vous vous souvenez d'ailleurs que j'avais dit qu'elle avait disparu mystérieusement? Bah c'était au sens littéral. Car oui, si sa femme a disparu, c'est parce que Ayenma l'a emmené en enfer à la demande de Tetsu. C'est d'ailleurs la première fois que la série nous montre que les victimes d'Ai ne sont pas forcément des personnes qui méritent leur sort et qu'il lui arrive aussi de s'en prendre à des innocents. Bon, ça avait déjà été un peu insinué dans certains épisodes, par exemple dans l'épisode 3 où dans un premier temps l'héroïne a envie de faire appel à Ai pour se débarrasser de l'épouse de son amant mais change d'avis au dernier moment, et encore plus dans l'épisode 9 où la personne qui contacte Ai est la méchante de l'épisode. Une étudiante menteuse comme une arracheuse de dents qui a fait accuser un de ses professeurs de viol 2 fois. Et sa mère vient de rejoindre Sasayo de Millennium Bamboo dans mon top 5 des cris les plus ridicules. Non seulement ça, mais comme en plus le professeur en question la tanne pour qu'elle dise la vérité, elle finit par contacter Ai pour l'expédier en enfer, sans se douter que le fils de sa victime potentielle a des projets similaires la concernant. Et malheureusement pour elle, de façon finalement assez appropriée pour la menteuse de la pire espèce qu'elle est, il s'avère au final qu'elle s'était connectée à un faux site et que la poupée qu'elle avait reçue était une fausse.
死んでみる？ Bien fait. Mais revenons-en au final de la série et à la vengeance de Tetsu. Vengeance qui se heurte à un petit problème. C'est qu'en réalité, même si l'article a été signé de son nom, Hajime ne l'a pas écrit et ignorait même jusqu'à son existence. Ce qui veut dire que Tetsu a haï pendant des années un homme dont il a longuement planifié et préparé la vengeance, expédiant son épouse en enfer, enlevant et prévoyant de tuer sa fille, tout ça pour se rendre compte au dernier moment qu'il s'est trompé de personne. Et ironiquement, même si Hajime en veut à mort à Tetsu pour ce qu'il a fait à sa femme et à sa fille, car à ce stade de l'épisode, il pense que Tsugumi est morte, il refuse de se venger, mais alors qu'il va rendre la poupée à Ayenma, Tetsu la prend et s'expédie lui-même en enfer. On pourrait donc penser que la série se termine sur un happy end, puisque Hajime et Tsugumi sont à nouveau réunis et qu'à sa manière, Tetsu a expié ses fautes. Mais n'oubliez pas que c'est à Hajime qu'Ai avait donné la poupée à la base. Et la série se termine alors que Ai et ses serviteurs partent s'occuper d'une nouvelle affaire. Car il faut bien avouer que dans le monde dans lequel on vit, il y a de grandes chances que si le courrier des enfers existait réellement, la moitié de la population serait expédiée en enfer par l'autre moitié. C'était donc la version live de Jigoku Shoujo, et c'était une très bonne série. Déjà, rien à redire au niveau du casting, tous les acteurs sont très bons. Sayuri Iwata qui joue Ayenma a le physique du rôle et retranscrit très bien la mélancolie du personnage. Les trois yokai sont aussi charismatiques que sadiques, tandis que le trio formé par Hajime, Tsugumi et Tetsu est réellement attachant, ce qui rend la conclusion de la série d'autant plus ironiquement cruelle. Pour ce qui est du scénario, on pouvait craindre une série répétitive où chaque épisode se serait contenté de mettre en scène une victime qui fait appel à Ai pour se venger, mais les scénaristes parviennent malgré tout à nous offrir des histoires assez variées, souvent teintées d'humour noir et d'un certain sens de la justice poétique comme on en trouvait dans les récits DC Comics façon Conte de la Crypte. Et surtout, les happy end des épisodes n'en sont pas vraiment, puisque même si le méchant de l'épisode est puni, le gentil est malgré tout condamné à aller en enfer à sa mort et devra vivre toute son existence en sachant cela. C'est d'autant plus cruel que dans certains cas, la personne veut venger la mort d'un proche, mais en faisant cela, elle s'interdit de le retrouver dans l'au-delà. À la rigueur, on pourrait critiquer les effets spéciaux qui, faute d'un budget suffisant, ne sont pas toujours à la hauteur, mais ce serait vraiment chercher la petite bête. Tout ça pour dire que la version live de Jigoku Shoujo est une série d'enfer. Jamais. Et pour fêter ça... Et pour fêter ça, j'ai un rhume.